Avant la fin des études. Pour moi, après le diplôme. Avant, c'est un peu tôt, on n'a pas trop d'expérience. Non, après le diplôme, surtout avec les stages. Après le diplôme. Avant la fin des études, c'est sûr, et ça va avec la fin du diplôme. Avant la fin des études. Bah, moi, je suis patron, donc je dirais patron, mais d'abord, on commence employé, on apprend, et puis après, on devient patron. Patron de soi-même. Employé. Les deux, dans n'importe quel ordre. Grosse entreprise au début et ensuite start-up. Start-up. Start-up, sans réfléchir. J'aime pas trop le mot start-up. Je dirais PME. Grosse entreprise. Romantique start-up. Réaliste grande entreprise. La France, ça me dérangerait pas, mais je vais quand même dire international. Pareil, je dirais les deux en fonction de la culture de chacun. Aujourd'hui international. La majorité en France, mais aussi des belles expériences à l'international. C'est-à-dire votre garage Opportunité, clairement. Opportunité, bien sûr. Opportunité sans hésiter. J'avais un train électrique, j'aime bien les voies de garage. Passion si on le peut. Passion, il faut vivre avec passion. Passion. Faut se lever pour quelque chose. Passion. Il faut qu'il y ait de la passion. Emploi à la sortie, parce que les études, ça commence à faire long. Emploi à la sortie, quitte à revenir sur les études un petit peu plus tard. Emploi à la sortie, pour la plupart. Au choix. C'est ça qui est bien. On finit toujours par un emploi à la sortie, même après une poursuite d'études. Bonjour à tous et rebonjour à tous pour certains. Encore une fois, Antoine Parent, du coup votre animateur pour la matinée. On poursuit du coup cette IJPO avec ma vie de diplômé ISEN Méditerranée. Et aujourd'hui, j'ai des invités, des intervenants très importants et qui viennent de très loin pour certains et qui sont très loin aujourd'hui, qui vont du coup revenir sur leurs expériences de l'ISEN et puis surtout vous parler de qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui. Donc on parle bien de diplômés. Je suis donc accompagné de Bastien. Bonjour Bastien. Bonjour Antoine. Je suis accompagné de Vic. Salut. Bonjour à tous. Et bien entendu de Alexandre. Salut Alexandre. Bonjour tout le monde. Bon voilà, du coup comme chaque live qu'on a fait depuis ce matin, on va vraiment faire un tour de table. Ça va être une discussion vraiment ouverte. Là en plus on est entre nous, on est 4. Du coup on va vraiment pouvoir se mettre à l'aise et discuter de vraiment tout ce qu'on veut. Et bien sûr répondre aux questions du chat. C'est vraiment ça, et les questions des lycéens et de ceux qui nous regardent. C'est vraiment ça l'objectif aussi. Mais sans plus tarder, du coup, on va commencer par Bastien. Moi, j'ai quelques questions pour toi, évidemment. La première, c'est quelle a été ton année de sortie et de quelle promotion tu sors, du coup? Alors, je suis sorti en 2008, donc c'était pas hier, c'était il y a une douzaine d'années. Pour vous dire, les smartphones n'existaient pas, l'iPhone n'existait pas, donc c'était vraiment il y a longtemps. Ouais. Ah oui, ça marche. Et quel était ton parcours, du coup, à l'ISEN? Comment ça se passait à cette époque-là? Alors, les options n'étaient pas les mêmes, effectivement, même si le cœur de métier était le même. C'était toujours autour de l'informatique et de l'électronique. Alors moi, j'avais une passion plutôt pour la partie effectivement informatique que la partie électronique. Du coup, j'avais pris une spécialisation informatique. Et il faut savoir qu'en plus, moi, j'avais commencé mon cursus sur le cursus de Brest, sur le campus de Brest, et terminé à Toulon. Donc du coup, j'avais fait en plus le début d'une spécialisation business qui existait à Brest. Je ne sais pas si elle existe toujours, qui était en partenariat avec une école de commerce, l'école de commerce de Brest. Donc j'avais fait un petit peu informatique, spécialisation business, quoi. D'accord, super intéressant. Et du coup, alors, je crois que tu as préparé une slide à côté, mais c'était pour plus pour après peut-être. Mais écoute, je la mets là pour l'instant. Mais concrètement, en quoi ta formation, toi, t'a aidé à devenir qui tu es aujourd'hui? Tu veux nous en parler un petit peu plus en détail, mais déjà, voilà, parle-nous de ça.
Alors, la formation, elle est critique, hein, parce que c'est elle qui effectivement forme votre personnalité, votre approche professionnelle par la suite. On avait l'habitude à l'époque, je sais pas si on le dit toujours, qu'on était bon à rien mais capable de tout, et ça a été un petit peu le fil rouge de ma carrière, parce que j'ai fait beaucoup de choses différentes durant ma carrière, qui n'étaient pas forcément des choses toujours que j'avais pu apprendre durant mes études, mais ma formation m'avait préparé à pouvoir justement monter au niveau, faire les recherches et la montée en compétences nécessaires pour pouvoir après réaliser toutes les missions que j'ai faites. Et effectivement, bien évidemment, toute la partie informatique, business, tous les cours que j'ai pu suivre m'ont permis grandement de pouvoir réaliser les différentes missions qu'on m'a confiées dans les différents postes que j'ai eus, parce que du coup, je suis un petit peu le dinosaure là des anciens élèves, et donc du coup, effectivement, j'ai déjà eu plusieurs employeurs et plusieurs activités. Ouais. Justement, ça nous permet de faire la transition. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel était ton parcours professionnel à la sortie de l'école? Alors, du coup, c'est ce que j'ai mis un petit peu dans ma slide. J'ai mis vraiment une carrière, c'est plein de surprises, parce que vraiment, pour moi, ça a été vraiment, j'ai été guidé par de surprise en surprise, et vraiment, je me suis fait presque même un petit peu porter par cette notion de carrière. Il faut savoir que j'ai eu la chance dès 2007 de gagner l'Imagine Cup. Donc à l'époque, l'ISEN et peut-être toujours participe, parce que la compétition est revenue à cette compétition Imagine Cup qui est organisée par Microsoft, qui est la plus grande compétition d'informatique au monde, hein, qui réunissait 300 000 participants dans le monde entier, et j'ai eu la chance avec une équipe composée exclusivement d'étudiants de l'ISEN de gagner cette compétition, et donc Microsoft avait privatisé le premier étage de la Tour Eiffel. Il y avait plein de presse, de monde, etc. Et donc là on gagne, et l'équipe de Microsoft, le PDG de Microsoft France me dit qu'est-ce que tu fais ce week-end? Et je dis j'en sais rien. Il me dit on va à Seattle, on va rencontrer Bill Gates. Et donc je lui dis je pense pas, j'ai pas de passeport. Et il me fait on est Microsoft, t'inquiète pas, en 48 heures on a largement le temps de te faire un passeport. Et effectivement, 2 jours après, j'étais à Seattle, et on a passé une petite semaine à Seattle, au siège de Microsoft, à rencontrer effectivement tous les experts de Microsoft, et notamment à rencontrer Bill Gates. Donc il y a une petite vidéo qui existe, et j'ai mis un extrait là, effectivement, au moment où je salue Steve Ballmer et Bill Gates. Donc moi, ça a été vraiment un temps fort, un starter, un booster dans ma carrière. Donc ça, c'était vraiment grâce à l'ISEN qui nous avait permis et adapté en fait un petit peu notre emploi du temps pour qu'on puisse effectivement réaliser et participer à ce concours dans le cadre de nos études. Et effectivement, j'étais avec Johanna Piu, avec plein d'autres personnes durant cette compétition. Puis derrière, je suis sorti effectivement de cette compétition, et j'ai rejoint Valtech, qui est un des leaders de la tech, qui était un des leaders de la tech, qui est devenu un des leaders du marketing digital, qui était vraiment une grosse agence très très réputée dans le monde de l'IT, et puis plus tard du marketing digital. Pour vous dire, la première chef digital officer, qui s'appelle Lubomira Rocher en France, donc la première personne qui a été en charge du digital de façon globale dans une entreprise, c'était ma N+2, la DG de Valtech, qui est devenue la chef digital officer de L'Oréal, et qui est toujours au COMEX de L'Oréal. Donc vraiment, j'étais dans du high level. Pour vous dire, les sites qu'on faisait, c'était les sites de Rolex, de Chanel, de Louis Vuitton, de Audi. Donc direct à travailler sur des gros dossiers comme ça. Et ça a été vraiment une super expérience pour moi. Et effectivement, un petit peu comme on a vu dans la vidéo, j'avais cette volonté de vouloir commencer dans un grand groupe. Donc j'ai commencé chez Valtech, et c'est là où j'ai appris. J'ai travaillé pendant 7 ans chez eux. Et puis un jour, mon histoire avec Valtech s'est terminée. Et là, je suis parti direct en Californie pendant un peu plus de 2 mois pour aller m'inspirer de la culture startup. Donc là, on voit, je suis assis devant le garage de Steve Jobs. Mais j'ai eu la chance de squatter le campus de Google, tout ça, etc. Et j'ai créé Gutio, ma société, quoi. Et donc ma société Gutio, effectivement, c'est un réseau d'agents du digital et de l'innovation. Et effectivement, c'est un réseau d'agents qui aident les entreprises et les structures, que ce soit les États, les organisations internationales ou les entreprises, à faire leur transformation digitale et à monter en compétence sur l'innovation. Ouais. Ok, super intéressant, incroyable. Vraiment un parcours dans la haute sphère, vraiment, et international aussi. Exactement, international, c'est ce que j'ai mis je peux expliquer rapidement sur les photos d'à côté, mais j'ai eu la chance depuis 5 ans que j'ai créé ma société, j'ai participé à quasiment à tous les événements. Donc pour vous dire, je suis allé faire le WAC, qui est le plus gros événement du digital au Québec, quasiment 3 ans de suite. Je suis allé à Abidjan, je suis allé en Belgique, j'ai fait tous les événements français sur le numérique, etc. Donc j'ai eu la chance de participer à tous ces événements. Donc ça fait beaucoup de déplacements. Et juste avant le Covid, et ça s'est terminé à cause du Covid, mais on avait commencé même une stratégie internationale
internationales et j'avais pu avoir des missions et je suis intervenu dans toute l'Afrique. Notamment, j'ai fait un programme dans 9 pays. Donc, j'ai pu visiter vraiment, faire le tour d'Afrique durant l'année 2019 pour aller faire des formations un petit peu partout sur le territoire africain. Et même hier soir encore, j'étais en train de faire une conférence auprès d'Africains de 18 pays différents, auprès d'une centaine d'Africains. Donc, c'était génial. Et voilà. Et la dernière photo, c'est avec notre cher ministre du numérique, Cédrico, que j'ai rencontré en octobre. Et du coup, effectivement, je garde une relation très proche avec les institutionnels, avec effectivement le monde du numérique. Ah, super, excellent. Bah, du coup, c'est une question que j'ai posée un peu à tout le monde, mais revenons un peu à tes années ISEN, notamment parce que là, on parle, il y a des étudiants, il y a des lycéens qui nous écoutent. Moi, j'ai envie que tu me donnes une anecdote qui t'a marqué durant ta scolarité ISEN. Et si tu peux, un peu croustillante, quoi, nous faire rêver un peu, ou alors justement vraiment quelque chose qui t'a marqué, quoi. Bah, je peux vous dire quelque chose qui m'a marqué, et c'est très personnel, hein, mais effectivement, à un moment donné, durant mes études, moi, je me suis rendu compte que, vous le comprenez, c'était un peu plus la dimension business, etc., gestion de projet qui m'intéressait au final que la tech. Donc, je pense que j'étais le premier de ma classe en informatique, mais j'avais pas pour envie, pour autant, de passer ma vie derrière un ordinateur à coder. Je voulais plutôt faire la gestion de projet, tout ça. Et donc, à un moment donné, j'ai eu un doute et je suis allé voir ma direction et j'ai dit, est-ce que vraiment ça a un intérêt que je continue mes études ou pas? Et bien évidemment, la direction m'a conseillé de continuer, de terminer mon diplôme, etc. en disant, mais tu sais, une fois que tu as ton diplôme, après, en fait, c'est un point d'entrée dans le monde de l'industrie. Tu feras ce que tu veux. Et la preuve, effectivement, moi, je suis parti tout de suite vers des activités, effectivement, plutôt de business développement et de gestion de projet. Et pour vous dire, j'ai jamais codé, en fait, au final. Donc, voilà, grosse anecdote. Mon dernier projet que j'ai codé, c'était durant mes études. Et dès que j'ai fini mes études, j'ai plus jamais codé, quoi. Mais je reste dans le monde de la tech à 200%. Et je peux vous donner une autre petite anecdote. J'étais pas le meilleur des élèves et le plus assidu des élèves. Et aujourd'hui, je me retrouve à être prof. Et du coup, j'ai formé plus de 1000, quasiment 1400 personnes dans le monde. Alors que voilà, j'étais pas le plus assidu des élèves. Donc c'est très drôle. Ça marche. Super. Ok, ça marche. Bah, écoute, on va donner la parole au suivant, mais on reviendra bien entendu. Bien sûr. Avec des interactions. On est là ensemble pour répondre aux questions qui sont discrètes pour l'instant, mais je me fais pas de soucis là-dessus. Du coup, le suivant, c'est toi, Vic. Bonjour. Donc, je crois que tu nous appelles de très très loin. Enfin, tu es de très très loin là. Tout à fait, Antoine. Je vous appelle depuis l'Australie. Je suis basé à Melbourne et j'ai la chance d'être parti à travers mon cursus ISEN à l'étranger et ça a complètement changé ma vie. Et tout ça, c'était il y a 10 ans. Donc, ça fait quasiment 10 ans que j'ai passé à l'étranger. Sur les 10 dernières années, visité beaucoup de pays. Entre la Nouvelle-Zélande, j'ai travaillé à Singapour et la plupart de mon temps, je l'ai passé en Australie. D'accord, ok. Donc, toi, tu sors de l'ISEN, je vois sur la slide, en 2012, c'est ça? 2012, tout à fait. Ouais. Et du coup, est-ce que tu peux revenir un peu sur tes années ISEN? Comment ça s'est passé, l'ISEN, ton parcours ISEN pour toi? Alors, mon parcours ISEN, j'ai passé mon parcours entier à l'ISEN Toulon. D'accord. Et donc, j'ai fait la prépa intégrée, suivi de 3 années en cycle ingénieur. Il faut savoir que arrivé en cycle ingénieur, j'étais le plus mauvais en anglais de toute la promo. J'arrivais à un score de 5 sur 20, 5 sur 20. Et mes professeurs d'anglais, ils étaient désespérés en me disant « Tu n'auras jamais ton diplôme si tu continues comme ça. Tu ne vas pas t'en sortir. » Et l'ISEN m'a donné un petit coup de cravache. Et depuis, donc, j'ai passé 10 ans quasiment à l'étranger et mon anglais s'est un peu amélioré. Je me doute, ouais. Je me doute, c'est sûr. Et du coup, comment ça se passait? Tu as fait quel cursus à l'ISEN dans les études? C'était quoi tes cursus? C'était tes options en master? Alors, mon option principale, c'était électronique et j'ai choisi de me spécialiser dans la mécatronique. D'accord, ok. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce que c'est que la mécatronique? Oui, tout à fait. Alors, la mécatronique, c'est un peu un mix entre l'électronique, la mécanique et l'informatique. En fait, quand tu essayes d'intégrer l'électronique et l'informatique ensemble, c'est là où la mécatronique permet de simplifier cette intégration et d'aboutir à, on va dire, à vraiment des projets qui sont spécifiques par exemple, à l'automobile, à l'environnement,
aux capteurs. Et c'est D'accord. l'intégration de toute cette électronique vers le milieu informatique qui est possible grâce à travers la mécatronique. D'accord, ok, super intéressant. Et ouais, donc finalement, en fait, on en a besoin tous les jours de cette mécatronique. Aujourd'hui, alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Alors, il faut savoir que, petite anecdote, hein, après Ouais, bien sûr. l'ICEN, je me suis dit, je vais faire un diplôme en plus. Donc, j'ai choisi de faire Ah oui. un master en plus. D'accord. Et c'est là où c'est vraiment intéressant de mixer le programme que l'ICEN a fait avec un deuxième diplôme Ouais. qui permet justement de mixer l'électronique avec un milieu qui peut être différent. Et j'ai choisi de faire l'environnement. Et donc, en D'accord. mixant la mécatronique et l'environnement, j'ai atteint mon objectif. Depuis 10 ans, je travaille dans l'électronique et aussi l'informatique dans le milieu environnemental. Donc, intégrer des capteurs pour faire du monitoring de l'environnement en D'accord. termes de comprendre quel est l'impact de l'humain sur son environnement. D'accord. Ok. Et donc ça, à l'issue de ce master-là, ça a duré combien de temps ce master du coup? Alors, normalement, un master, c'est 2 ans, mais Ouais. grâce à l'ICEN, l'ICEN est une porte d'entrée pour éviter d'avoir à faire les 2 ans. Donc, je l'ai fait en quasiment 8 à 10 mois. Ah ouais, d'accord, ok. Donc super. Donc, Ouais, très, donc une très année rapide. académique, quoi. Ouais, ok. Double diplôme, très, très rapide et je suis de suite reparti à l'étranger. D'accord, ok. Et là, du coup, tu es rentré dans un grand groupe, tu as monté ton entreprise. Comment ça s'est passé pour toi? Alors, l'avantage de l'ICEN, c'est les stages, en fait. Ouais. Je me suis servi de la plateforme de l'ICEN pour faire Ouais. tous mes stages à l'étranger. C'est-à-dire que mon objectif, c'était, j'ai fait ma troisième année, ma quatrième année, hop, je suis parti en stage et on avait l'option de faire un stage de 3 mois. J'ai choisi de faire un stage de 4 mois en Nouvelle-Zélande, D'accord. suivi de quelques mois encore retour en France et j'ai fait 6 mois à Singapour. Et D'accord. le stage de Singapour, c'était sur l'électronique, mais dans le milieu sous-marin. Donc, on D'accord. construisait des systèmes pour les AUV, qui sont des robots autonomes sous-marins. Et donc, à l'issue du deuxième master que j'ai fait, Mhm. j'ai eu aussi un stage et j'ai choisi de faire à nouveau un stage dans la robotique sous-marine qui était à D'accord. l'université de New South Wales, qui est à Sydney, en Australie. D'accord. Ok. Et donc là, tu as fait un premier stage et tu es rentré dans une entreprise derrière, etc. C'est ça? Donc, à l'issue de ces 3 stages, c'était beaucoup d'avantages d'avoir la possibilité de faire 3 stages directement. Et je me suis servi de ces 3 stages pour trouver très rapidement un travail en entreprise en Australie. Ouais. Faut savoir que quand on n'a pas de visa en Australie Ouais. pour travailler longtemps, c'est très difficile. Donc, j'avais un travail seulement pour 6 mois. Et D'accord. à la fin, je me suis dit, je ne peux pas faire 6 mois par-ci, 6 mois par-là. Je vais Ouais. monter mon entreprise, ça simplifiera tout. Et D'accord. depuis 6 ans, j'ai maintenant mon entreprise en Australie. D'accord, ok. Voilà. Ok, ça Et marche. je suis devenu australien aussi. Et donc tu as été naturalisé australien, d'accord. Ah oui, ok, Voilà. ça marche comme ça, super. Et excellent. Pareil, alors du coup que Bastien, on revient un peu sur tes années ISEN. Moi, j'ai envie que tu me donnes une anecdote, pareil, c'est le plus possible croustillante, forcément, tu te doutes bien, mais raconte-nous quelque chose sur l'ISEN qui t'a marqué. Je crois que la chose qui m'a marqué, c'est un petit peu la façon dont les professeurs m'ont aidé à surmonter les challenges que j'avais. D'accord. Je vous ai parlé de l'anglais, par exemple, mais ce n'était pas le seul challenge. Quand je suis arrivé à l'ICEN, j'avais jamais touché un ordinateur de ma vie. Donc, je suis arrivé, tout le monde était déjà en train quasiment de coder, et moi, j'étais là, mais comment on allume un ordi? Qu'est-ce que c'est Google? J'en étais là. En 2007, c'était là où j'en étais. Et les professeurs m'ont vraiment mis au challenge de surmonter chaque difficulté. Bien souvent, j'ai commencé en étant le dernier de la classe et j'ai remonté jusqu'à arriver dans les 10 premiers. Donc ça a été vraiment ce qui m'a marqué, c'est surmonter ces challenges. On n'a pas besoin d'être le meilleur en informatique, on n'a pas besoin d'être le meilleur en électronique quand on arrive, on n'a même pas besoin de savoir parler anglais. Mais à la fin de l'ICEN, je peux vous assurer que les professeurs vont vous donner le coup de cravache qu'il vous faut pour pouvoir arriver à surmonter les plus gros défis. Et c'est le surmontage de défis qui m'a permis d'aboutir à la carrière que je fais aujourd'hui. D'accord, ok. Donc je pense que ce qu'il faut retenir un petit peu, c'est ne rien lâcher en fait. C'est même si on peut être un peu déstabilisé, il faut rien lâcher et vraiment se pousser plus loin et toujours aller chercher plus loin et ça va forcément payer. Tout à fait. Ça marche, ok.
Super. Bah écoute, on revient évidemment sur ta présentation juste après. On va continuer avec les questions, mais j'ai envie qu'on passe au suivant, donc avec Alexandre. Salut Alexandre, tu vas bien? Salut. Très bien, et toi? Ouais, super. Du coup, bah alors toi, tu sors de l'ISEN de 2017, c'est ça? Oui, voilà, je suis le petit dernier, on va dire. D'accord, ok, ça marche. Et oui, moi je me souviens parce que je suis arrivé donc en 2015 à l'ISEN et oui, je me souviens que tu étais, ça y est, tu faisais partie des grands, oui. comme au lycée, hein, tu faisais partie des grands qui étaient là déjà en master. Donc ouais, super. Alors comment ça s'est passé toi déjà ton parcours à l'ISEN? Alors, je dirais même avant de commencer, c'est que j'étais le point important, c'est que j'étais un petit peu comme tous les lycéens, donc j'étais en terminale et je savais pas trop quoi faire. Je savais une chose déjà, c'est que la SVT c'était pas pour moi. Donc j'avais pris l'option SI, ce qui déjà m'orientait beaucoup plus sur le système, mécanique, électronique, tout ça. Et je cherchais une école à intégrer justement pour continuer là-dessus, parce que je savais que l'informatique c'est vraiment un truc qui me plaisait. J'ai toujours bidouillé tout un tas d'appareils à la maison, voilà. Mais derrière, en faire un métier, je savais pas trop ce qu'il y avait. Et j'hésitais notamment entre l'ISEN et l'INSA. l'INSA, les deux sont des bonnes écoles, bien réputées, prépa intégrée. Voilà, à peu près les mêmes trajets. Et je me suis dit, qu'est-ce qui va faire que je vais plus aller à l'un ou à l'autre? Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, l'ISEN proposait uniquement de l'informatique et de l'électronique, qu'ils étaient vraiment très, très proches des entreprises, et qu'ils étaient un peu plus spécialisés dans ce domaine-là, là où l'INSA faisait de l'info, mais était peut-être un peu plus généraliste. Donc, je me suis dit, OK, je sais ce que je veux. De toute façon, l'élec et l'info, c'est vraiment des choses qui me plaisent. On y va. Donc, du coup, j'ai fait mon parcours en prépa intégrée. Donc, forcément, en prépa, on voit beaucoup de maths et de physique avant de voir de l'informatique et de l'électronique. Mais bon, c'est fait c'est pour nous préparer. Voilà, donc 2 années de travail, de prépa. Hein, ça, c'est quelque chose par lequel il faut passer. Et suite à ça, du coup, je suis arrivé donc en 3e année à l'ISEN. Donc, en 3e année, du coup, vous avez peut-être dû en parler dans les lives précédents, on fait à la fois un peu d'informatique et à la fois un peu d'électronique. Ça nous permet d'avoir un tronc commun et de toucher un petit peu à tout. Et c'est là où je me suis vraiment rendu compte que ma voie, c'était surtout l'informatique et le milieu du web, plus que de l'électronique où il y avait un peu plus de soudure, de programmation, de puces. C'était pas un truc qui me plaisait trop. Et donc, du coup, je suis parti à fond dans l'informatique jusqu'à ce que je découvre aussi le milieu de l'entrepreneuriat. C'est là où, quand je suis arrivé du coup en Master 1 l'année d'après, on avait les fameuses options. Et qu'il fallait choisir une option et forcément mon cœur balançait entre le côté un peu entrepreneuriat et le côté informatique et c'est là où heureusement les clubs de l'ISEN, enfin les associations de l'ISEN qui sont gérées par les étudiants donc m'ont sauvé. C'est que j'ai pu prendre mon option qui était informatique, donc je crois que l'équivalent maintenant c'est Big Data, c'était un mélange de Big Data et de cybersécurité, c'est un peu 2 en 1. Donc je suis parti là-dessus et à côté en fait j'ai rejoint la junior entreprise qui est en fait, donc du coup, pour ceux qui connaissent pas, qui est l'association qui est gérée que par des étudiants, et c'est une mini-entreprise au sein de l'école qui va démarcher des vrais gens qui ont besoin de sites web, ils vont faire des rendez-vous, on va faire rentrer de l'argent sur le compte, enfin voilà, c'est une vraie entreprise quoi. Donc du coup, je jonglais avec cette option et ce club pour avoir un petit peu le meilleur des 2 mondes, ce qui demande quand même un peu plus de travail, voilà, je le cache pas, mais quand t'as la passion derrière, forcément, t'y vas à fond. Voilà, et donc du coup, c'est comme ça que j'ai passé mes 2 dernières années de master, et donc j'ai été diplômé en 2017. D'accord, ok, Voilà. ça marche. Et ok, excellent. Et du coup, à la suite de ce diplôme, on a parlé d'entrepreneuriat, on a parlé de site web, d'informatique. Si j'ai bien compris, si je regarde bien la slide, tu as créé ton entreprise? Pas exactement. En fait, j'ai rejoint quelqu'un qui était en cours de création d'entreprise. D'accord. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que c'est un gars qui bossait dans une boîte dans laquelle j'avais fait mon stage de 4 mois quand j'étais donc en M1, en 4e année. D'accord. Donc, je l'ai croisé là-bas et en fait, il partait à ce moment-là pour monter justement son entreprise. Et c'est là où il avait besoin de quelqu'un pour l'épauler sur l'aspect, on va dire, technique pur, sachant que lui, il avait plus un background un bagage qui était vraiment commercial
et aussi entrepreneurial. Et donc, en fait, je l'ai rejoint là-dessus au bout il a fait 6 mois, on va dire, tout seul. Et puis, il s'est rendu compte qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'assister techniquement. Et donc, en fait, j'ai fait mon stage de 6 mois avec lui dans l'entreprise qu'il était en train de monter. Et le pari, c'était de tout lancer pendant ces 6 mois de stage. Donc, j'avais vraiment tout à construire pour que l'entreprise tienne la route techniquement parlant. Et suite à ça, si tout se passait bien, j'avais le CDI à la clé à la fin qui m'attendait en septembre. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu forcément un parcours d'une boîte à une autre où j'ai pu découvrir tout un tas de choses. Mais en même temps, j'ai eu l'opportunité, en fait, de tout créer à partir de zéro dans une boîte qui était toute neuve et de venir, du coup, à la fin, associé de cette boîte. Voilà. Donc, on a commencé en 2017, on était 2. Et puis, aujourd'hui, on est maintenant une quinzaine de personnes. Oui. Donc, c'est que le pari a bien fonctionné, donc on est plutôt content de ça. Voilà. Et donc, c'est une boîte qui s'appelle MyGroom Service. Et en fait, qui s'occupe de faire des sites web et tout, on va dire, tout l'environnement autour, c'est-à-dire du contenu, des médias, de la vidéo, des réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une agence web. À la différence des autres, c'est qu'elle est spécialisée dans le milieu du tourisme et de l'hôtellerie. Parce que c'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais les hôteliers et les restaurateurs, en termes de besoins en informatique, ils n'ont pas les mêmes en termes de site web, en termes de technologie, ils n'ont pas besoin des mêmes choses que n'importe qui. Et donc, du coup, on leur fait des sites qui sont vraiment avec un très bon rapport qualité-prix et qui sont spécialisés dans leur domaine avec des moteurs de réservation, les avis clients, enfin tout ce qu'on peut imaginer et qui leur permet de se détacher un peu du monstre Booking qui leur prend. Voilà, c'est très facile en fait de booker une chambre pour n'importe qui. Sauf que pour l'hôtelier, quand vous payez 100 € votre chambre sur Booking, Booking, il se met 20 € dans sa poche et l'hôtelier, il gagne que 80 €. Donc, voilà, ça fait un peu mal. Et du coup, on leur sort des sites web pour avoir de la réservation en direct, qu'ils arrivent directement sur le site et pas sur Booking et qu'ils puissent réserver. Et donc, du coup, en plus, c'est moins cher pour vous. Donc, vous payez que 80 €. C'est gagnant-gagnant, quoi. Ça marche. Alors, du coup, je vois une question de Karine et que Ludovic commence à répondre, mais je pense que c'est vraiment une question pour vous trois. Donc, petite question pour nos intervenants. Quel serait pour vous le profil de l'ingénieur de demain? Donc là, je te laisse peut-être répondre d'abord Alexandre et après on passera à Bastien puis Ludovic. Le profil de demain, moi, très honnêtement, mon opinion, c'est qu'en fait, il n'y a pas de profil type. C'est que quand vous sortez de l'ISEN, on vous a peut-être donné une spécialisation ou autre, mais en fait, vous allez créer votre propre profil parce que tous les besoins d'une boîte à une autre ne sont pas les mêmes. Moi, je le vois dans ma boîte, il faut que je touche absolument à tout. Donc, du coup, c'est un rôle qu'on va appeler plus de CTO ou de direction technique, où justement, il faut être capable de faire la gestion de projet, il faut être capable de faire du dev, il faut être capable de faire de la sécu, du réseau. Donc, on peut être touche à tout. Et autant dans certaines boîtes, on va pouvoir se spécialiser dans ce qu'on veut, en fait. Ça, c'est un peu mon opinion. Puis il y a tellement de demandes, en fait. Alors, avec le Covid, il faut peut-être voir un peu comment ça évolue, mais il y a tellement de besoins en informatique, en fait, que quel que soit le profil que vous prenez, je pense que vous trouverez votre place sans problème. Donc, voilà, j'ai peut-être un peu voté en touche, mais voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Pas de problème. Et toi, Bastien, qu'est-ce que tu en penses? Alors, je suis complètement d'accord effectivement avec Alexandre sur le fait que je pense que la clé aujourd'hui c'est l'adaptabilité, vu la situation et ce qu'on vit actuellement. Je pense effectivement que le bon ingénieur de demain sera celui qui saura s'adapter à la situation, qui saura effectivement adapter ses compétences, mais aussi peut-être l'environnement dans lequel il travaille, la structure dans laquelle il travaille en fonction effectivement de la situation économique, sanitaire, etc. Donc vraiment l'agilité, la résilience, l'adaptabilité. Après, je suis d'accord aussi avec Ludovic sur le fait qu'aujourd'hui, tous les métiers liés, on va dire, à la donnée, que ce soit comme il a mis la cybersécurité, qui est plutôt la protection des données, l'intelligence artificielle, la valorisation des données et la data analyse, etc. Tous ces métiers liés à la donnée, aujourd'hui, on sait que la data, c'est l'or de demain. Donc, surtout qu'en plus, moi, je suis un petit peu comme Alexandre, je suis pro-informatique, l'électronique n'était pas ma passion. Et donc, du coup, effectivement, dans le monde informatique, on sait aujourd'hui que la priorité pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de structures, etc., c'est de réussir à mettre en place des stratégies pertinentes d'archivage, d'analyse et de valorisation des données, quoi. Donc vraiment, ça marche. Voilà ce que je pourrais dire. Et du coup, Vic? Moi, je rejoins exactement ce que Bastien et Alexandre ont précisé ici. La clé, c'est vraiment l'adaptabilité.
dans votre carrière, vous aurez peut-être 4 carrières différentes. Il faut savoir, par exemple, par rapport à mon background, je travaille avec des ingénieurs tout autour du monde au travers de l'association des ingénieurs, l'AICEN, qui est en fait, lorsqu'on devient diplômé, on rejoint cette grosse association et on peut parler à tous les ingénieurs de la Terre entière qui ont été diplômés de l'ICEN. Et donc, à travers cette association, j'ai eu la chance de parler à énormément de personnes. Et je vois une chose, c'est que la clé, c'est l'adaptabilité et surtout l'informatique. L'informatique vous donnera un job très, très facilement tout autour de la Terre, surtout si vous voulez partir à l'international. Mais l'adaptabilité, je vois des ingénieurs qui commencent une carrière et tous les 4 ans ou tous les 10 ans, ils changent complètement de carrière et de type de projet. Donc, vous allez peut-être commencer sur l'intelligence artificielle, puis embarquer sur la cybersécurité, puis changer complètement et devenir un ingénieur mécanique. Et c'est ça la beauté en fait du diplôme d'ingénieur, c'est de pouvoir s'adapter et apprendre constamment tout au long de cette carrière. D'accord, super. Je peux rajouter juste un élément. Il y a aussi quelque chose qui est extrêmement important, c'est quand on est à l'école, on n'apprend pas que de la technique. Au final, il faut sortir de l'école pour s'en rendre compte, mais qu'on apprend aussi beaucoup de choses à côté. Par exemple, effectivement, à gérer un projet, à gérer une association, à avoir une posture en fait de manager, etc. Donc nous, à l'époque, c'était la FHES. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça, mais toute la partie effectivement à côté de la technique et qui a énormément d'importance au final, parce qu'effectivement, on se rend compte que dans nos métiers, certes, il faut avoir des connaissances techniques, c'est un prérequis, mais derrière, c'est tout ce qu'on apprend en fait qui nous permet de pouvoir avoir nos postures d'entrepreneurs, de responsables techniques, tels qu'on est là aujourd'hui devant les participants, quoi. Donc, effectivement, c'est très important le fait que l'ISEN ne forme pas que à devenir des techniques bêtes et méchants derrière notre ordinateur, mais à être vraiment des acteurs du monde de demain, du monde de l'industrie et de l'ingénierie. D'accord. Bastien, je vais juste répondre à ce que tu viens de dire parce que c'est extraordinaire ce que tu viens de préciser. C'est beaucoup d'entre nous, on devient ingénieur, mais on se dit bon, l'électronique ou l'informatique c'est peut-être pas notre truc, mais en faisant 3 ans d'expérience technique après le diplôme, immédiatement après le diplôme, on apprend à manager des personnes techniques en fait. Donc mon conseil c'est mettez-vous dans la tête que vous ferez 2 à 3 ans d'expérience technique si possible. Ça vous aidera après pour devenir bon manager. Et comme l'a dit Bastien, les formations en sciences humaines à l'ICEN sont extraordinaires, parmi les meilleures en France. Et bon, j'ai la chance de moi d'enseigner en formation en sciences humaines cette année depuis l'autre côté de la Terre. Donc c'est pour dire combien les sciences humaines m'ont apporté et que vous pouvez faire carrière dans les sciences humaines en ayant fait même de la technique auparavant. Voilà. Ça marche. Et j'aimerais peut-être juste compléter aussi. Pour moi, mon point de vue, si je devais définir ce qu'est un ingénieur avant tout, ISEN ou pas, c'est premièrement, donc on a parlé de l'adaptabilité, donc c'est grâce à l'ISEN moi que j'ai appris ça. C'est quelqu'un qui a appris à apprendre. C'est-à-dire que il a fait tout un tas de technologies, peut-être il a appris à coder ou il a fait l'électronique, mais le plus important c'est pas ces connaissances-là, c'est le mindset qu'il a pour être capable d'apprendre des nouvelles choses et d'être vraiment une éponge. Et quand il voit un nouveau système qu'il ne connaît pas, en faisant des parallèles avec des choses qu'il connaît, il est tout de suite capable de comprendre rapidement toutes les choses. Et ça, c'est un atout dans le monde d'aujourd'hui qui évolue extrêmement vite, qui est absolument incroyable. Voilà. Et en plus de ça, le deuxième point pour moi aussi, ce qui fait qu'un ingénieur est un ingénieur, c'est qu'en fait, c'est un peu un traducteur entre des gens qui ne font que du technique et des gens qui n'en font pas du tout. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, des gestions de projet, des gens qui font de la gestion de projet, qui sortent d'une école de management, qui n'ont pas fait de technique, et qui vont essayer de parler avec des développeurs et qui vont avoir beaucoup plus de mal qu'un ingénieur qui, lui, derrière, a un background qui a fait et du code, par exemple, et de la formation en gestion de projet, et qui est capable toujours de trouver les bons mots pour que le projet aille bien dans le bon sens, qu'il n'y ait pas de contresens dans les choses qui sont dites, qui va pouvoir lire un cahier des charges avec un œil technique et à la fois un œil managérial. Et ça, c'est une compétence qui vaut de l'or aujourd'hui. Super. J'ai eu une autre question de Claire, c'est au niveau des langues, est-ce qu'il est conseillé d'en prendre plusieurs lors de sa formation à l'ISEN ?
Alors moi, je peux faire une blague. En fait, on apprend déjà plein de langues et de langages parce qu'effectivement, on apprend l'anglais dans le cadre du cursus, mais on apprend aussi le Java, le C, le C++. Donc, effectivement, indépendamment déjà des langues orales, il y a tous les langages qu'on apprend, le VHDL pour ceux qui programment des puces. Donc, oui, effectivement, il faut en connaître plein, mais pas que des langues qui permettent de parler à des humains, mais aussi des langues qui permettent de parler au système. Ouais, oui, exactement. Parfait. Non, mais par contre, effectivement, c'est essentiel l'anglais, comme a mis Ludovic. Moi aussi, ça avait été un petit peu compliqué, l'anglais à l'époque de l'école. Et aujourd'hui, j'interviens en contexte international en faisant des conférences en anglais devant du monde. Donc, bien évidemment, c'est un prérequis l'anglais. Ouais. Okay, ça marche. Pour ma part, je vous ai dit, j'ai commencé avec 5 de moyenne en anglais. Et en 2018, j'ai eu la chance de faire une conférence aux Nations Unies où j'ai reçu un prix devant 1000 personnes. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est pour vous dire, il n'y a pas de limite à ce que l'ICEN peut vous aider à achever. Peut-être pour compléter, je rajouterais qu'en fait, pour moi, l'anglais est primordial. Donc, si vous avez besoin de le bosser, allez-y à fond. Pour ceux qui sont plus à l'aise, parce que peut-être qu'ils ont eu la chance de partir en voyage quand ils étaient plus jeunes, de pratiquer un petit peu, de regarder des séries en anglais, on le dit jamais assez. N'hésitez pas, vous êtes encore des éponges à cet âge-là. On le sent après qu'avec l'âge, c'est un petit peu plus difficile d'apprendre aussi vite. N'hésitez pas à faire une deuxième langue. Voilà, enfin en plus de l'anglais. Moi, je me suis rendu compte que on voit qu'aujourd'hui, par exemple, la Chine est en train d'exploser. Je me suis mis au mandarin. Voilà. Peut-être que si j'avais commencé plus tôt, voilà, peut-être que ça m'aurait servi un petit peu plus. J'aurais peut-être appris plus vite. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous êtes à l'aise en anglais, ne vous reposez pas sur vos lauriers. N'hésitez pas à rajouter des choses en plus et plus vous apprenez, plus ça ira vite et plus vous irez loin. Ça marche. Super, de très très bons conseils là à retenir. Et justement, en parlant de conseils, Claire nous pose encore une question. Quels sont vos conseils pour quelqu'un qui veut monter son entreprise, prendre de l'expérience ou se lancer tout de suite ? Alors, je pense qu'on aura chacun une vision différente. C'est très personnel, cette question au final. Tout est possible et il y a plein d'exemples et de contre-exemples. Par exemple, toutes les plus grosses startups créées au monde ont été créées par des gens qui même souvent n'ont même pas fini leurs études. Si on parle de Bill Gates, de Mark Zuckerberg, etc., c'est des gens qui avaient un concept tellement fort qu'ils ont même pas, ils sont même pas allés plus loin. Et on le sait que même les licornes, donc les sociétés qui sont valorisées $1 milliard, en majorité ont été créées par des fondateurs qui ont créé les sociétés directement à la fin des études. Néanmoins, il y a une statistique opposée en France qui est que la majorité des entreprises rentables et pérennes sont plutôt créées par des trentenaires, donc qui vient casser complètement la première image. Donc ça veut dire que l'exception confirme la règle. Il y a quelques licornes qui ont été créées par des jeunes diplômés. Moi, pour ma part, dans mon stage de dernière année, donc de l'ISEN, donc en 2008, j'ai mon maître de stage qui est parti à peu près sur la fin du stage pour aller créer sa propre entreprise. Donc j'ai été confronté à ce monde de création d'entreprise avant même la fin de mes études et j'ai dit bon ok, je vais travailler dans un grand groupe, je vais y passer effectivement 5, 6, 7 ans et derrière je créerai ma société. Donc du coup c'était déjà quelque chose qui avait été planifié et effectivement ça m'a permis de créer ma société en ayant déjà généré à l'époque à peu près quasiment une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires et géré 10 millions d'euros de projets. Donc je suis arrivé entre guillemets en sachant déjà répondre à un marché public, en sachant ce que c'était que la comptabilité, la gestion d'une société, etc. Donc moi, j'ai eu plutôt le choix de capter d'abord des savoirs et de la connaissance dans un grand groupe avant effectivement d'aller créer ma propre structure. D'accord, ça marche. Et du coup, peut-être pour compléter, moi j'ai eu l'expérience du coup de rejoindre tout de suite une entreprise que j'ai pu quand même plus ou moins créer de toutes pièces. Et c'est vrai qu'en fait, j'aurais pas pu y arriver si en amont, j'avais pas eu tout un tas de projets de start-up que j'avais fait en fait pendant mes études. C'est-à-dire que en fait, pendant mon master 1 et mon master 2, j'ai passé des week-ends à rejoindre des événements d'entrepreneuriat qui essayent de faire monter une boîte en 54 heures. Et tu passes tout le week-end sans dormir à essayer de monter une boîte et de la pitcher ensuite le dimanche à des investisseurs et ensuite de faire grossir ces projets. J'ai pu faire aussi l'Imagine Cup comme Bastien. C'est un truc génial parce que du coup, à la fois, on est sur un projet qui est suivi au sein de l'ISEN et à la fois, on est suivi par Microsoft avec des coachs
qui te donne tout un tas de choses en termes d'expérience, en termes de technologie. Et on est obligé de se casser les dents quand même sur quelques projets pour se rendre compte que peut-être que le business plan, c'est-à-dire comment on va gagner de l'argent, c'est pas trop viable. Peut-être que c'est les partenaires avec qui on va travailler qui sont pas intéressés. Peut-être qu'en fait, c'est l'équipe qui est pas soudée, qui manque quelqu'un ou qu'il y a un truc dans le management qui va pas. Et c'est en essayant tout un tas de combinaisons, un peu comme des pièces de puzzle qu'on essaye d'assembler, que petit à petit, on construit quelque chose de beaucoup plus périn et de beaucoup plus viable. Super. Je vais également intervenir. Il y a énormément de façons de monter sa boîte. J'ai des collègues qui ont monté leur boîte en travaillant à côté et ont pris le temps de petit à petit concevoir leur projet, tester leur projet. C'est une manière assez sûre de ne pas lâcher son boulot directement. Moi, j'ai fait le choix de lâcher un boulot pour lancer mon entreprise. Au départ, ça n'a pas marché. J'ai repris un boulot en travaillant le week-end sur l'entreprise. Puis d'un seul coup, je me suis aperçu qu'il me fallait plus de temps que le week-end. Et très vite, l'entreprise a pris le dessus et j'ai été obligé de lâcher le boulot que j'avais pris à côté. Par contre, l'avantage d'avoir travaillé, donc justement d'avoir appris à gérer un budget de 2 millions de dollars, d'avoir géré une équipe de 15 personnes, ça m'a donné on va dire les atouts nécessaires pour réussir l'entreprise et la faire durer. C'est facile de monter une entreprise, c'est difficile de la garder sur le long terme. Et beaucoup d'entreprises ne survivent pas leur 2e ou 3e année. Si ton entreprise elle tient plus de 5 ans, c'est déjà un succès assez monumental. Donc tout dépend aussi de l'idée que vous allez avoir. Il y a beaucoup de personnes qui ont des idées extraordinaires. Par contre, la mise en place est beaucoup plus difficile que l'idée en elle-même. C'est très facile d'avoir des idées. Tous les matins, je me lève avec une idée d'entreprise. Par contre, toutes ces idées, elles restent sur un petit cahier. Mais un jour ou l'autre, je croiserai la personne qui va bien au bon moment et je lancerai une autre entreprise ici dans ce domaine-là. Mais c'est prêt, c'est sur mon cahier. Et je suis prêt à monter une entreprise très rapidement maintenant. Et je pense que ça dépend vraiment de l'idée, de votre expérience, de votre niveau de confort. Est-ce que vous êtes prêt à tout lâcher pour y aller? Tout dépend de vous. Ça marche. Super. Excellent. On arrive sur la fin. On est sur à peu près les 3-4 dernières minutes. Donc, ce qu'on va faire, moi, ce que j'aime bien faire là pour les lives, c'est déjà de répondre aux questions qui restent, mais c'est surtout en un mot. Quand tu penses à l'ISEN, à quoi tu penses en un mot? Bastien, peut-être, pour commencer? Alors, attends, hop, ton micro est désactivé du coup. Ah, toujours, alors attends. Pardon, excusez-moi, je l'avais désactivé. Ouais, très très dur de réduire en un seul mot 5 ans passionnantes. Non, je peux pas le résumer. C'est un piège. Tu nous avais pas prévenu, Antoine. Je pourrais pas le résumer en un seul mot, quoi. C'est trop structurant. Je dirais structurant. Voilà. Moi, c'est ce qui m'a structuré, tout simplement, personnellement, professionnellement. Même mes amis aujourd'hui sont des gens que j'ai rencontrés durant mes études. On est allés tous au mariage des uns des autres. Maintenant, ils ont des enfants et on prend des nouvelles les uns des autres. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a structuré ma vie. Ouais. D'accord, ok. Ludovic? Pour moi, le mot est apprendre. Et quand je dis apprendre, c'est apprendre à apprendre. C'est-à-dire que l'ISEN m'a donné la carte de en un week-end ou en 2-3 semaines, je peux devenir expert dans n'importe quoi parce que l'ISEN m'a appris à apprendre plus facilement. On a touché à tous les domaines que je puisse imaginer, énormément de choses, mais l'avantage, c'est d'être constamment adaptable et de pouvoir se lancer dans un domaine dans lequel on ne connaisse pas rien du tout et réapprendre tout et devenir expert dans ce domaine en quelques jours. Super, ça marche. Et toi, Alexandre? Et pour moi, alors je suis complètement d'accord du coup avec ce que disaient Ludovic et Bastien, et je rajouterais le mot famille. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on arrive dans une prépa intégrée, c'est pas une prépa où on se tire dans les pattes. On est tous ensemble, on est tous soudés. On passe tous les samedis à faire les DM, voilà, dans la salle. Ça, on l'a tous vécu. Si besoin, les profs sont toujours à notre disposition. On peut aller les voir. Ils peuvent nous réexpliquer des choses.
Ça, c'est génial. Et puis même après, quand on évolue, on fait des groupes de projets. On a tout le temps des projets, donc on a une petite famille qui va faire son bout de chemin pour expérimenter quelque chose. Et même en fait, à la fin, quand on est tous diplômés, on est tous une grande famille. Pourquoi? Parce qu'il y a l'association des ingénieurs, donc on est toujours en contact les uns avec les autres. Même si on déménage, comme Ludovic, l'autre bout du monde, on est tous quand même soudés parce qu'on appartient au même réseau. Exactement. Donc voilà, super pour les mots de la fin, Alexandre, parce que ça, pour ceux qui ont suivi les 2 lives précédents, le mot famille est déjà ressorti. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve toutes les générations qui sont sorties des Zen finalement. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, je pense, qu'il faut retenir. On est dans les temps, on est parfait. Est-ce que on peut rajouter peut-être 1 minute ou 2 si vous avez un dernier mot à ajouter? Moi, je pourrais parler des associations et des projets dans lesquels j'ai pu participer tout au long de mon cursus, qui ont été vraiment super. Et effectivement, c'est des choses qu'on fait dès la prépa. En fait, les 2 choses qu'on fait tout au long du cursus, c'est des stages. Donc, on est en connexion permanente avec le milieu professionnel et en même temps, on est impliqué dans le milieu associatif de l'école. Et moi, je sais que j'avais fait des projets comme l'ISEN Solidarité, qui était génial, qui m'a permis de m'impliquer effectivement durant mon cursus et qui, au final, sont des choses que je continue à faire aujourd'hui, de m'impliquer dans le milieu associatif, etc. Donc vraiment, peut-être on n'en a pas parlé, mais ces activités qu'on fait à côté, comme la junior entreprise, etc., qui a beaucoup d'importance aussi. Ouais. Super. Écoute, tu fais une excellente transition puisque le live juste après, ça porte justement sur la vie associative et la vie étudiante de l'école. Donc, on va retrouver tous les présidents d'associations aujourd'hui et donc, ce sera l'occasion d'échanger là-dessus aussi. Je ne savais pas. Mais voilà, du coup, tu fais une excellente transition. Merci beaucoup. Voilà, j'ai pas plus de mots à rajouter. Donc, merci encore pour vos interventions qui ont été excellentes. Et voilà, une petite vidéo sur la remise des diplômes. Comment ça se passe? Merci Antoine. Pas de problème.
Merci beaucoup. On se retrouve juste après.